Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les manuels d'histoire officiels décrivent le 19e siècle comme une époque de progrès technique et de romantisme sans précédent, mais est-ce pudiquement le fait que ce fut un siècle de carnage mondial total et incessant? On nous dit que ce furent des conflits isolés. On nous dit que la Grande-Bretagne se battait pour ses colonies, que les États-Unis d'Amérique géraient des contradictions internes et que la Chine souffrait des guerres de l'opium. Mais et si je vous disais que tout cela est un flagrant mensonge? Et si aucune dispersion n'avait existé? Jetez un œil sur la carte des conflits de 1830 à 1870. Ce ne sont pas des accrochages locaux. C'est une opération militaire unique, synchronisée et globale. Ce fut la Première Guerre mondiale, que les historiens ont délibérément fragmentée en des dizaines de noms mineurs afin de cacher l'ennemi principal. Contre qui se sont réellement battues les armées unies du nouvel ordre mondial? Qui ont-ils éliminé à coups de baïonnettes et de mitrailles, de l'Amérique à la Chine, de la Crimée au Paraguay? La réponse à cette question bouleversera votre perception de la réalité. Nous parlons des guerres asymétriques du 19e siècle. De guerres où une partie possédait des ressources, une logistique et peut-être des technologies inaccessibles à la compréhension de l'homme du commun de l'époque, tandis que l'autre partie, c'était nous, ou ceux qui vivaient ici avant nous. Commençons par le langage aride des faits, que les historiens universitaires détestent tant. Ouvrez n'importe quelle liste de guerres du milieu du 19e siècle. Regardez simplement les dates. 1848, le printemps des peuples en Europe. Des révolutions éclatent partout simultanément, comme sur commande d'un chef d'orchestre invisible. 1853, la guerre de Crimée. 1857, la révolte des Sipais en Inde. 1861, la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique. 1864, la guerre du Paraguay. 1850, début de la révolte des Taiping en Chine. Ne trouvez-vous pas étrange que le monde entier s'embrase en une seule décennie? La science officielle vous donnera une centaine de raisons différentes. L'économie, la religion, la lutte pour l'indépendance. Mais faisons appel à la logique. Quand un incendie se déclare simultanément dans le salon, le grenier et la cave, vous ne pensez tout de même pas que ce sont des combustions spontanées dues à un câblage défectueux? Vous comprenez qu'on met le feu à la maison. Au XIXe siècle, on mettait le feu à notre maison commune délibérément. Et la page la plus terrible, la plus sanglante de cette purge fut la soi-disant révolte des Taiping en Chine. Les historiens rapportent froidement les chiffres. 20, 30, et selon certaines données, jusqu'à 100 millions de morts. Pesez ces mots. 100 millions de personnes. C'est plus que la population de nombreux pays modernes. On nous dit que ce fut une guerre civile, causée par un fanatique religieux. Sérieusement? Des paysans avec des houes ont tué 100 millions de personnes? Pour une telle ampleur de génocide, il faut une machine industrielle de destruction. Il faut de l'artillerie, il faut de la logistique, il faut des ressources que les rebelles ne pouvaient tout simplement pas posséder. Si nous regardons les photographies et les gravures des villes chinoises détruites de cette époque, nous ne verrons pas des traces d'incendie, mais des ruines, rappelant les conséquences des bombardements de saturation du XXe siècle. Les bâtiments en pierre sont réduits en poudre. Qui possédait une telle puissance au milieu du XIXe siècle? Et surtout, qui y était anéanti? Il existe une version selon laquelle la Chine de cette époque n'était pas du tout un pays agraire arriéré, mais l'un des derniers bastions de l'ancienne civilisation, cette même Tartarie ou Grande Asie, qui conservait des vestiges d'anciennes technologies et connaissances. La révolte des Taiping est une opération de couverture. Sous prétexte de réprimer une rébellion, les puissances occidentales, conjointement avec la dynastie mandchoue, détruisaient la population autochtone qui se souvenait de la véritable histoire et possédait des compétences dangereuses pour les nouveaux maîtres du monde. Maintenant, transportons-nous à l'autre bout du monde, les États-Unis d'Amérique.
La guerre de sécession entre le Nord et le Sud. On nous a inculqué dès l'enfance que c'était une guerre pour la libération des esclaves, le noble Nord contre le Sud esclavagiste. Mais regardons les photographies des villes détruites du Sud, Richmond, Atlanta, Charleston. Regardez attentivement ces clichés. Vous voyez des boîtes de briques sans toit, des quartiers calcinés, des carcasses de bâtiments qui se dressent. Cela ne ressemble pas au résultat des actions de l'artillerie de campagne de ces années-là. Les boulets de canon de l'époque laissaient des trous dans les murs. Ils ne rasaient pas des quartiers jusqu'aux fondations. La nature des destructions rappelle étrangement Dresde ou Hiroshima. Et si la guerre de sécession en Amérique n'était pas du tout civile? Et si l'armée du Nord remplissait la fonction de nettoyage d'un territoire sur lequel se trouvaient des cités-États faisant partie du système global de l'Ancien Monde? Le Sud était agraire et riche, son architecture, antique, majestueuse, impossible à construire par des colons avec leurs chariots. Ces villes devaient être détruites pour effacer le souvenir de qui les avait réellement construites. Et la population? La population a simplement été remplacée. Notez l'étrange statistique des pertes. Les chiffres officiels augmentent chaque année de recalcul. Au début, on parlait de 300 000, maintenant on parle d'1 million. Mais si l'on regarde les creux démographiques, il manque un nombre bien plus grand de personnes. Où sont-elles passées? Poursuivons. La guerre de Crimée. On nous dit que la Russie s'est affrontée à une coalition de la Grande-Bretagne, de la France et de la Turquie. Mais pourquoi les plus grandes puissances du monde auraient-elles envoyé leurs immenses flottes dans la mer Noire fermée pour assiéger pendant des années une seule ville, Sébastopol? La version officielle sur le contrôle des détroits ne résiste pas à la critique. Une telle concentration de forces et de moyens pour un seul point sur la carte est absurde d'un point de vue militaire. À moins que l'objectif n'ait été complètement différent. Regardez les bastions de Sébastopol avant leur destruction. Ce sont des structures cyclopéennes, taillées dans la roche, avec des communications souterraines, impossibles à construire à la pioche et à la pelle sous le feu de l'ennemi. Sébastopol, comme de nombreuses autres forteresses étoilées à travers le monde, était un objet d'infrastructure ancienne. Un nœud énergétique? Un centre logistique? Nous ne savons pas avec certitude. Mais nous savons que la coalition l'a rayé de la carte avec une persévérance maniaque. Ils l'ont bombardé non pas pour le prendre, mais pour le détruire, le raser, transformer l'Antiquité en gravat. Et notez l'uniforme des soldats. Les Français, les Britanniques, les Sardes, ils ont tous la même apparence, comme s'ils étaient habillés depuis le même entrepôt, une armée d'invasion unifiée. Et contre qui? Contre des soldats similaires en uniforme comparable. Cela ressemble à un match arrangé, où deux armées détruisent une ville antique et par la même occasion éliminent la population excédentaire de leur pays lors d'assauts meurtriers insensés. Et maintenant, jetez un œil au conflit le plus tragique et le plus mystérieux, la guerre du Paraguay. 1864. Le petit Paraguay contre les géants, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. L'issue de cette guerre est monstrueuse. Jusqu'à 90% de la population masculine du Paraguay a péri. 90%. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. C'est un nettoyage total du territoire, à zéro. Pourquoi? Que cachait le Paraguay? Les historiens disent que le Paraguay était un pays incroyablement développé, autosuffisant, avec des chemins de fer et le télégraphe construits sans crédit britannique. C'était un pays-système, échappant au contrôle des clans financiers de Londres. Mais il existe une autre version. Le Paraguay était un refuge. Là, au cœur du continent, se maintenaient des enclaves de cette civilisation précédente, qui tentait de survivre après une catastrophe globale. Une coalition de voisins, armés et financés de l'extérieur, est simplement venue et a physiquement détruit tous les porteurs de l'ancien génotype. Les femmes et les enfants ont été laissés pour mélanger le sang et créer un peuple nouveau et obéissant. Quant aux hommes,
Se souvenant de la liberté et des technologies, ils ont été exterminés jusqu'à la racine. Tout cela nous amène à une pensée effrayante. Le 19e siècle est l'époque où une certaine troisième force agissait sur Terre. Une force qui coordonnait les frappes, fournissait des armes et réécrivait l'histoire en temps réel. Nous voyons des traces de l'utilisation d'armes qui, en puissance, surpassent tout ce qui existait officiellement à cette époque. Nous voyons des forts fondus en Amérique et en Europe. Nous voyons des villes ensevelies sous plusieurs étages d'argile. Et par-dessus cette argile, des soldats en uniformes éclatants marchent, achevant ceux qui ont survécu à la catastrophe. La symétrie de ces guerres ne résidait pas dans la tactique. Elle résidait dans le fait que le monde civilisé combattait contre des ruines, contre les fragments d'un grand passé. Il nettoyait le territoire pour nous, pour une nouvelle civilisation qui ne doit se souvenir de rien de ce qui existait avant le milieu du 19e siècle. Et pour cacher les traces de ce crime, ils ont inventé les termes industrialisation, guerre coloniale et conflit civil. Mais on ne trompe pas les mathématiques. Les effondrements démographiques de cette époque crient que la population de la Terre a diminué non pas en pourcentage, mais plusieurs fois. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre comment cela s'est précisément produit et quels moyens techniques ont été utilisés à cette fin. Mettons de côté les émotions et tournons-nous vers une logistique sèche et impitoyable. Tout expert militaire vous dira que la guerre est avant tout une question d'approvisionnement. Pour qu'une armée de 100 000 hommes puisse agir efficacement en territoire étranger, elle a besoin quotidiennement de tonnes de vivres, de fourrage pour les chevaux, de poudre, de plomb et de médicaments. L'histoire officielle affirme qu'au milieu du 19e siècle, tout cela était livré par des charrettes grinçantes, sur des chemins de terre défoncés ou par des navires à voile, dépendant du vent. Mais si nous superposons les cartes des opérations militaires aux cartes de la praticabilité réelle du terrain de cette époque, nous nous heurterons à une contradiction insoluble. L'ampleur des opérations en Chine, en Inde et en Amérique est techniquement impossible avec le niveau de développement des transports que l'on nous enseigne à l'école. Prenons par exemple les soi-disant conquêtes coloniales. On nous dit que les Britanniques, les Français et les Hollandais arrivaient sur des rivages sauvages, plantaient un drapeau et en quelques années y érigeaient de majestueuses villes avec des parlements, des gares, des universités et des banques. Pensez à l'architecture de Bombay, Melbourne, Le Cap ou Hanoï au milieu du 19e siècle. Ce sont des colosses de granit et de marbre avec des colonnes, des moulures complexes et une acoustique parfaitement calculée. Les historiens affirment que tout cela a été construit par des forçats, des soldats et des ouvriers locaux non éduqués, utilisant des treuils primitifs et des scies à main. Croyez-vous que, dans des conditions de rébellion constante, d'épidémie et d'absence de base industrielle, il était possible de construire de zéro des chefs-d'œuvre de niveau antique? Ou est-il plus logique de supposer que ces villes étaient déjà là depuis des centaines, voire des milliers d'années, et que les colonisateurs ont simplement occupé des bâtiments vides, accroché leurs enseignes et appelé cela la fondation d'une ville? Les guerres asymétriques du 19e siècle sont des guerres pour l'immobilier, une prise de contrôle mondiale par des raideurs. C'est pourquoi les destructions étaient si sélectives. Seuls les objets portant des symboles clairs de l'ancienne foi ou de l'ancien pouvoir, ou ceux dont les nouveaux maîtres ne pouvaient comprendre ou utiliser la fonction, étaient détruits. Rappelez-vous l'incendie du palais d'été à Pékin en 1860. Les troupes anglo-françaises ne se sont pas contentées de piller. Elles ont méthodiquement incendié et fait exploser ce complexe pendant plusieurs jours. Pourquoi dépenser autant d'explosifs pour un complexe palatial? Parce que le palais d'été n'était pas seulement la résidence de l'empereur. C'était une bibliothèque, une archive, un dépôt de technologie et d'artefacts de la Grande Asie. Ce n'était pas le palais qui était détruit, c'était une base de données qui était anéantie.
On nous dit que les Européens, sauvages, voulaient simplement punir les Chinois. Non. C'était un nettoyage de disques durs, avant l'installation de nouveaux systèmes d'exploitation. Un autre aspect choquant, ce sont les photographies de ces années-là. Le milieu du 19e siècle, la naissance de la photographie. Et que voyons-nous sur les premiers clichés des guerres de Crimée ou de sécession aux États-Unis? Nous voyons des villes étranges et vides. Saint-Pétersbourg, Moscou, Paris, Washington. Pas une âme dans les rues. De rares figures solitaires qui ressemblent à des fantômes. Les historiens expliquent cela par le temps de pause long, disant que les gens bougeaient et étaient flous. Mais pourquoi alors les arbres sont-ils nets? Pourquoi les ombres ne sont-elles pas floues? Pourquoi sur certaines photos voyons-nous des soldats clairement immobiles, mais la ville autour d'eux est morte? On a l'étrange impression que les troupes entrent dans des villes déjà vides, nettoyées. Des villes dont la population avait disparu avant même l'arrivée de l'armée. Peut-être que les guerres n'étaient pas menées contre des armées, mais contre les restes de survivants après une sorte de cataclysme qui avait dévasté ces mégalopoles. Les armées du 19e siècle sont des maraudeurs qui sont venus sur les ruines d'une grande civilisation pour achever les survivants et s'approprier ce qui restait. Faites attention à la soi-disant architecture des ruines, populaire dans la peinture de l'époque. Les artistes peignaient des ruines antiques non pas parce que c'était à la mode, ils peignaient d'après nature. Le monde entier au milieu du 19e siècle était jonché de ruines. Et ces ruines n'étaient pas antiques au sens habituel, c'étaient des destructions récentes. Les opérations militaires étaient menées pour raser définitivement ce qui ne pouvait être restauré, et pour recouvrir de terre les premiers étages de ce qu'ils avaient décidé de laisser. C'est de là que provient la couche culturelle de plusieurs mètres qui recouvre les fenêtres des rez-de-chaussée partout dans le monde. Cela n'a pas poussé en 100 ans. Ce sont les conséquences d'une opération d'ingénierie visant à masquer le véritable niveau de la surface du sol. Les guerres et l'enfouissement des villes se déroulaient en parallèle. Pendant que certains régiments achevaient la résistance dans les montagnes du Caucase ou les prairies d'Amérique, d'autres bataillons du génie recouvraient les rues des capitales européennes d'argile et de terre, créant un nouveau paysage. Mais qui était l'ennemi? Qui était précisément nettoyé? Jetez un œil aux cartes de Tartarie, qui étaient encore imprimées dans les encyclopédies jusqu'au milieu du 19e siècle, puis ont brusquement disparu. C'est un territoire gigantesque, de l'Oural à l'océan Pacifique, de l'Arctique à l'Inde. Ce n'est pas un désert. Des centaines de villes y sont indiquées. Où sont-elles maintenant? L'histoire officielle dit que des nomades vivaient là dans des yourtes. Mais l'archéologie, celle qui n'est pas montrée au grand public, trouve les fondations d'énormes structures en pierre dans la taïga sibérienne, dans les steppes du Kazakhstan, dans les déserts du Turkménistan. Les guerres asymétriques étaient menées contre une confédération de cités-États libres qui ne se soumettaient pas à un centre unique à Londres ou au Vatican. Leur mode de développement technologique était différent. Peut-être n'avaient-ils pas d'armes à feu au sens où nous l'entendons, utilisant d'autres principes de défense, sonores, vibratoires, énergétiques, qui ont cessé de fonctionner après le changement des conditions physiques sur la planète, ce même cataclysme. Et alors, ils sont venus les achever avec une poudre et du plomb primitif, mais efficace. Et ici, nous abordons la question la plus effrayante. D'où venaient tant de soldats pour ces guerres? Si la population avait été partiellement détruite par un cataclysme, d'où venaient les armées d'1 million d'hommes du Nord aux États-Unis ou les corps coloniaux de la Grande-Bretagne? Il existe une théorie effrayante sur le clonage ou la culture artificielle d'êtres humains. Pensez aux étranges maisons d'éducation et aux incubateurs qui se sont massivement ouverts partout dans le monde, précisément au milieu du 19e siècle.
un nombre énorme d'orphelins, dont l'origine est obscure. Ces enfants étaient indoctrinés, privés de leur histoire. On leur donnait de nouveaux noms de famille et on les envoyait à l'armée ou dans les usines. C'était de la chair à canon idéale. Des gens sans passé, sans mémoire ancestrale, absolument obéissants au système. Une nouvelle armée pour un nouveau monde. Leur tâche était de tuer l'ancienne humanité. Et à en juger par les creux démographiques et le changement de composition ethnique de nombreuses régions, ils ont brillamment accompli cette tâche. Maintenant, préparez-vous à ce que votre scepticisme soit soumis à la plus rude épreuve. Nous sommes arrivés au point de non-retour dans notre enquête. Si les faits précédents pouvaient encore être attribués à des coïncidences ou à des erreurs de chroniqueurs, nous allons maintenant aborder des choses qu'il est physiquement impossible d'expliquer dans le cadre du paradigme officiel. Parlons des technologies de destruction. Regardez les forts et les forteresses qui auraient été bombardés au milieu du XIXe siècle. Fort Sumter, Fort Pulaski, les fortifications près de Paris ou de Kronstadt. On nous dit qu'ils ont été tirés avec des boulets de canon en fonte, chargés de poudre noire. Mais que voyons-nous en réalité? Nous voyons des briques fondues. Nous voyons du granit qui a coulé comme de la cire. La température de fusion du granit est d'environ 1200 degrés Celsius. La brique fond à des températures encore plus élevées. L'explosion de poudre noire ne produit pas une telle température même à l'épicentre, sans parler de faire fondre des murs de plusieurs mètres en une masse vitreuse. Ce phénomène est appelé vitrification, et il se rencontre partout sur les ruines de cette époque. Cela ne signifie qu'une chose. Dans les soi-disant guerres du XIXe siècle, des armes d'une classe complètement différente ont été utilisées. Peut-être des armes à plasma, peut-être des armes thermiques de haute puissance, dont le principe de fonctionnement nous est aujourd'hui inconnu ou classifié. L'asymétrie de cette guerre résidait dans le fait qu'une partie, les nettoyeurs conditionnels, avait accès à des technologies de frappe orbitale ou atmosphérique, tandis que les défenseurs, ces mêmes habitants des vieilles villes, étaient privés de cette protection, peut-être en raison d'une panne globale du système précédente. Imaginez la situation. Vous vivez dans une ville de haute technologie, mais votre dôme est désactivé. L'énergie a disparu. Et là, ils arrivent. Ceux qui se disent la nouvelle autorité, ils n'assautent pas les murs. Ils brûlent simplement des quartiers avec des impulsions dirigées, transformant la pierre en lave et les gens en poussière. Et puis, 50 ans plus tard, les historiens écriront que ce fut un incendie dans un dépôt de munitions ou un coup de mortier réussi. Jetez un œil aux grands incendies du XIXe siècle. Chicago, Boston, Spokane, Seattle, Moscou, Kiev. Des dizaines de grandes villes ont été réduites en cendres, selon le même scénario. La version officielle est toujours ridicule. Une vache a donné un coup de patte à une lampe, une étincelle est tombée dans le foin. Et de cette étincelle, des hectares de bâtiments en pierre et en briques brûlent entièrement. Le feu se propage à une telle vitesse que les gens n'ont pas le temps de sortir de leur maison. L'acier fond et s'écoule dans les évacuations pluviales et la pierre se désagrège en sable. Ce ne sont pas des incendies. Ce sont des bombardements de saturation ou l'utilisation d'armes à faisceau dirigées. Ce fut une opération délibérée de destruction du patrimoine architectural de la civilisation précédente. Les villes ne se sont pas contentées de brûler. Elles ont été nettoyées à zéro, afin qu'à leur place, on puisse construire des boîtes primitives en briques rouges que nous considérons aujourd'hui comme des constructions historiques. Notez bien, après ces incendies, l'urbanisme des villes a souvent changé radicalement. La structure en étoile des rues a été détruite, remplacée par une grille rudimentaire et facilement contrôlable. Mais le plus terrifiant ne réside pas dans les maisons détruites, mais dans la substitution de l'essence même de l'existence humaine. Les guerres asymétriques du XIXe siècle
furent des guerres contre la mémoire. C'est précisément pendant cette période que, partout dans le monde, non seulement des quartiers résidentiels brûlent, mais aussi de gigantesques bibliothèques, archives et musées. L'incendie de la bibliothèque du Congrès en 1851, qui a détruit les 2/3 des livres. Les incendies dans les archives européennes, la destruction des chroniques en Chine. Que brûlait-il? Il brûlait la documentation technique, les cartes du monde réel, les listes des dynasties réelles, les connaissances sur l'énergie libre, l'éther et l'électricité atmosphérique. Ils nous ont fait reculer de milliers d'années en développement, nous plongeant artificiellement dans l'ère du charbon et de la vapeur. Ils nous ont donné des technologies primitives de combustion d'hydrocarbures au lieu de l'énergie propre que nos ancêtres utilisaient. Et pour que nous ne posions pas de questions en regardant les cathédrales majestueuses et les forteresses étoilées, on nous a dit que ce n'étaient que des temples et des fortifications. Bien que tout ingénieur, en regardant le plan d'une forteresse en étoile, vous dira qu'une géométrie aussi complexe n'est pas seulement inutile pour la défense contre l'infanterie et l'artillerie, mais qu'elle est même nuisible. Ce sont des schémas. Ce sont des circuits géants, posés sur le sol. Et ils les ont détruits en premier lieu pour priver la planète d'énergie. Un autre fait choquant, c'est la croissance explosive de la population immédiatement après ces carnages sanglants. Les mathématiques échouent ici encore. Comment la population d'un pays peut-elle doubler en 20 ou 30 ans après qu'un tiers des hommes ait péri à la guerre et qu'autant ait été décimés par la maladie et la famine? C'est biologiquement impossible. Une femme ne peut pas donner naissance à 5 enfants par an. La seule explication est un afflux massif de population de l'extérieur ou, ce qui est encore plus effrayant, la production artificielle d'êtres humains. Nous avons déjà parlé des orphelins, mais l'ampleur du problème est plus vaste. Des ethnies entières apparaissent qui n'existaient pas auparavant sur les cartes. Les langues sont réécrites. Au milieu du XIXe siècle, en Europe et en Asie, des langues littéraires sont créées, les dialectes sont unifiés, de nouvelles normes grammaticales sont introduites. Les gens sont reprogrammés, comme des ordinateurs. L'ancienne langue, que le monde entier utilisait avant la catastrophe, est fragmentée en des dizaines de dialectes artificiels pour nous diviser, nous rendre étrangers les uns aux autres. Le principe « diviser pour régner » a été mis en œuvre précisément à cette époque, celle du grand nettoyage. Nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu à cet apocalypse, mais au prix d'une perte totale de mémoire. Ou sommes-nous les descendants de ceux qui ont été installés dans les villes vides? Regardez les vieux cimetières. Pourquoi les pierres tombales d'avant le milieu du XIXe siècle n'ont-elles souvent pas de croix, mais sont ornées d'étranges urnes, de sceaux, de torches inversées ou de symboles solaires? Pourquoi ont-elles été si massivement détruites et remplacées par des dalles standards? Parce que les morts ne savent pas mentir. Les vieux cimetières auraient pu nous dire qui vivait réellement ici, combien de temps ils vivaient, et ils vivaient peut-être beaucoup plus longtemps que nous, et en quoi ils croyaient. Le nettoyage des cimetières s'est déroulé parallèlement aux guerres. Ce fut une guerre non seulement contre les vivants, mais aussi contre les morts. Les nouveaux maîtres du monde avaient besoin d'une histoire propre, commençant par les âges sombres et menant au progrès lumineux sous leur direction éclairée. Réfléchissez à ceci. Toutes les grandes inventions, la radio, l'électricité, le téléphone, les automobiles, apparaissent en avalanche à la fin du XIXe siècle. Comme si quelqu'un avait ouvert une écluse. On nous dit que c'est le génie d'inventeurs solitaires. Mais la plupart de ces inventions apparaissent immédiatement sous forme achevée, sans longue évolution de prototype. Ne vous semble-t-il pas que ce sont simplement des restes autorisés des connaissances de cette civilisation qui vient d'être détruite? Les vainqueurs se sont appropriés les technologies des vaincus, les ont simplifiées, monétisées et présentées comme leur propre réalisation. Tesla, Edison, Bell. Peut-être n'étaient-ils pas des inventeurs, mais seulement des archéologues talentueux
qui ont réussi à déchiffrer une partie de la documentation technique conservée. Et ce qu'ils n'ont pas pu comprendre, ou ce qui était trop dangereux pour le pouvoir, a été caché ou détruit de nouveau. Les guerres asymétriques furent l'accord final d'une catastrophe globale. D'abord, le monde fut frappé par quelque chose de terrible, un déluge. La chute d'un corps céleste, un déplacement des pôles. Ce qui provoqua ces mêmes coulées de boue qui ensevelirent les villes. Et puis, tandis que les survivants tentaient de déterrer leurs maisons et de rétablir leur quotidien, les troupes du nouvel ordre mondial arrivèrent. Ils achevaient les affaiblis. Ils faisaient exploser les centrales électriques forteresses épargnées. Ils brûlaient les livres. Et ils réécrivaient les calendriers. Peut-être même le compute des années fut-il décalé ou modifié, afin que nous ne puissions jamais confronter les dates et comprendre que la grande antiquité ne s'est pas terminée il y a des milliers d'années, mais littéralement hier, derrière nos arrière-arrière-grands-parents. Nous vivons sur le cimetière d'une grande civilisation, et on nous a inculqué que nous sommes le summum de la création. Mais la vérité perce l'asphalte. Regardez les soi-disant expositions universelles de la fin du XIXe siècle. Paris, Chicago, Saint-Louis, Philadelphie. On nous dit que ces incroyables complexes de palais antiques, de canaux, de tours et de fontaines étaient construits en plâtre et étoupe pour une seule année, afin de divertir le public, puis démolis. Le croyez-vous? Avez-vous vu des photos de leur construction? Il n'y en a pratiquement pas. En revanche, il existe des photos de villes achevées et majestueuses, dont le niveau de complexité dépasse tout ce que nous construisons aujourd'hui. Colonnades, sculptures, une infrastructure d'ingénierie extrêmement complexe. Et tout cela serait de prétendus décors temporaires? Non. Les expositions universelles furent de grandioses opérations de légalisation de ce qui avait été approprié. Les nouveaux maîtres du monde trouvaient des villes complexes de l'ancienne civilisation, intactes et conservées, les restauraient légèrement, y organisaient une exposition des réalisations, montrant aux visiteurs sauvages les vestiges de l'ancienne grandeur, comme leurs propres inventions, puis les détruisaient. Ils les faisaient exploser, les brûlaient, les démontaient pour en faire des matériaux de construction. Ils détruisaient les preuves. Ils montraient aux gens un paradis dans lequel ils auraient pu vivre, et aussitôt l'effaçaient de la surface de la terre, les habituant à l'idée que la beauté est éphémère et qu'il faut vivre dans des boîtes de béton grises. Et que montraient-ils à ces expositions, en dehors des palais en plâtre? Des os humains. C'est l'une des pages les plus honteuses de l'histoire officielle, qu'on n'aime pas rappeler. Dans des cages et des enclos, on gardait des gens, des représentants de tribus sauvages, prétendument ramenés des colonies. Mais regardez les visages de ces sauvages sur les vieilles photos. Beaucoup d'entre eux ont des traits nobles, européens. Ils sont simplement vêtus de peau ou de haillons. Et si ce n'étaient pas des sauvages? Et si c'étaient des représentants survivants de l'ancienne élite, faits prisonniers, privés de tout et exposés à la dérision? Le nouveau pouvoir disait à la foule « Regardez, voici votre passé, c'est la sauvagerie. Et nous, votre avenir, le progrès et la civilisation. » On nous a fait croire que nous descendions des singes, alors qu'en réalité, on nous a rabaissés à un niveau proche de l'animal, nous privant de notre héritage divin. Et pour consolider ce succès, le système éducatif prussien fut introduit. C'est précisément au milieu du XIXe siècle que, partout dans le monde, comme sur commande, des écoles de type caserne sont introduites. Les enfants sont arrachés à leur famille, parqués dans des classes, contraints de s'asseoir sagement pendant des heures et de bûcher des dogmes approuvés. Pourquoi? Pour tuer l'esprit créatif, pour effacer la mémoire ancestrale, pour élever des exécutants idéaux, des ouvriers d'usine et des soldats qui ne posent pas de questions. La cloche pour l'enseignant, lever la main, la discipline stricte. Ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de dressage. On nous a appris à ne pas penser, mais à mémoriser.
On nous a appris à croire les autorités et non nos propres yeux. On nous a substitué la physique en retirant le concept d'éther, source d'énergie infinie que nos ancêtres utilisaient. On nous a mis sous la dépendance des hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon, des ressources qui peuvent être contrôlées. Tout ce système de mensonges repose sur notre ignorance, sur le fait que nous craignons de regarder dans l'abîme de la vérité. Nous craignons d'admettre que l'histoire officielle est le scénario d'une mauvaise pièce, que les rois et les présidents du XIXe siècle sont des acteurs, nommés par une administration d'occupation, que les révolutions sont des opérations spéciales de redistribution des biens, que nous sommes des orphelins, contraints d'aimer nos geôliers. Pourquoi tout cela était-il nécessaire? Dans quel but ce génocide planétaire a-t-il été organisé?